Et salut à nos invités aussi. Salut Alexis, Victor, Aurore, Gabriel. Bonsoir tout le monde. Tac. Bonsoir. Bon, tout le monde connaît le principe de Zoom, je pense. Les questions-réponses pendant notre discussion, on va découper cet événement en deux phases. Une première où on a prévu une petite table ronde avec nos amis pour partager un peu nos conseils, quelques belles histoires, des petits coups de gueule. Et voilà, et puis ça vous laissera le temps de vous chauffer et de réagir tranquillement. Et puis, on se prendra un bon petit quart d'heure pour répondre à vos questions aussi. Si jamais c'est des questions qui rentrent un peu dans le flux de ce qu'on avait envie de vous partager, j'hésiterai pas à les faire intervenir en parallèle. Je vais arrêter le partage de mon écran, comme ça je peux voir un peu, tout ça. Tac, tac, tac. Alors, attends, je vois pas trop les participants là. J'ai un petit souci. Tac. Heureusement que tu as commencé par dire tout le monde connaît Zoom. Ouais, tout le monde connaît Zoom. Je pense que j'en suis au Ouais. 10e événement et pourtant, tu vois, j'essaie de retrouver rapidement. Ah, je pense que c'est bon, j'ai trouvé pourquoi ça ne marchait pas. Hop, allez, très bien. Ça me rassure, comme ça je peux voir les participants s'inscrire. Ok, impeccable. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On a laissé du temps à tout le monde. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Angel Square, on a réuni ces 5 dernières années une communauté de 600 investisseurs qui sont des business angels, des C-level de grands groupes. On a aussi des family office. Et ces 5 dernières années, on a investi tous ensemble dans un peu plus de 260 startups. Et pour faire en sorte que ces opérations elles se passent bien, des opérations de seed, on a aussi quelques séries A, ce qui nous a amené à travailler avec nos amis VC, dont certains qui sont ici. Et donc, on les conseille dans leurs opérations de lancement de l'opération jusqu'au closing. Et puis, on a une deuxième casquette aussi depuis 2019. On a monté notre propre holding d'investissement qui est Angel Square Capital et ça nous a amené à investir dans une vingtaine de startups aux côtés de leaders de clubs. Mais si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet ou vous pouvez m'écrire en direct à david@angelsquare.co. Ce soir, l'objectif, ce n'est pas parler d'Angel Square, c'est parler des VC et d'essayer de vous donner un maximum de conseils sur la Serie A. Et pour ça, je suis bien entouré. Et je vous propose à chacun de vous présenter très rapidement depuis combien de temps vous êtes dans le venture capital, qu'est-ce qui vous plaît dans ce job. Et puis, peut-être, je sais pas, une belle histoire qui vous est arrivée là depuis le début d'année pour nous mettre de bonne humeur. Qui veut commencer? Allez, on commence par toi, Aurore. T'es la première à sourire. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Aurore et je suis directrice d'investissement chez Samaipata. Alors, Samaipata, on est un fonds seed européen et on est spécialisé dans les modèles plateforme et marketplace. Avant Samaipata, je travaillais pour un autre fonds de VC qui s'appelle Octopus Venture à Londres, qui est un fonds un peu plus late stage. Donc voilà, et ravie d'être ici. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je fais ce métier. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est… alors, il y a beaucoup de trucs, mais je pense que la raison principale, c'est le cœur de notre job, c'est d'allouer des capitaux. Et c'est très cool, en fait, de se positionner sur des deals concurrentiels et de se battre pour s'insérer sur une cap table. Ça génère beaucoup d'adrénaline et c'est très cool. Mais ce que je préfère, c'est plutôt, en fait, notamment en seed, de prendre un vrai pari sur une boîte qui ne serait pas forcément financée et de voir ce pari porter ses fruits. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est cool, trop bien. Et tu as une belle histoire qui t'est arrivée là depuis le début d'année où ça va venir? Ça va venir. Attends, ça fait 3 semaines. J'ai pris 3 semaines. Donc… Ok, ouais, non, mais une belle histoire. Non, je pense que les temps forts, alors je ne sais pas pour les autres, mais peut-être un des gros temps forts du mois de janvier, il y a pas mal de boards au mois de janvier en général. Et c'est vrai que c'est cool de faire des investissements, mais c'est encore plus cool d'accompagner les boîtes derrière. Et c'est vrai qu'avoir un bon board qui se passe bien, où on a l'impression d'ajouter de la valeur aux entrepreneurs, ça met de bonne humeur et ça fait bien commencer l'année. Trop cool. Alexis, tu veux enchaîner?
Ouais. Donc, moi, je m'appelle Alexis, je travaille chez Kima Ventures. On est le fonds d'investissement de startups de Xavier Niel. On investit dans 2 startups par semaine. Bon, on est assez connu. Euh, et voilà. Moi, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans, j'ai fêté mon 5e anniversaire fin novembre et que je fais ce job. Et en fait, moi, ce que j'aime bien chez Kima, ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint un peu pourquoi Aurore aime bien. Promis, j'ai pas copié. C'est que en fait, genre, c'est vachement sur le côté, ouais, sur le fait qu'on peut prendre aussi des paris sur des gens. Et comme en fait, Kima, on a la possibilité de faire beaucoup de petits investissements, on peut prendre des paris sur des choses que certains n'ont pas pu faire de paris et des boîtes complètement folles où personne n'a voulu investir. Ensuite, après, ça s'est trouvé être des boîtes trop bien. Bah, parfois, on se plante, hein, enfin, ça arrive. Mais mais ouais, c'est toujours cool. Et, ensuite, après, on a là aussi l'avantage d'être assez neutre parce que comme on met des petits tickets dans plein de boîtes, on a la possibilité d'aider de façon un peu différente. Et bon, après, tous les VC disent ça, hein, mais bon. Et voilà, c'est un peu le tour. Trop cool. Ça marche. Gabriel? Yes. Bonsoir à tous. Du coup, Gabrielle, je suis directrice d'investissement chez Blackfin. Et donc, chez Blackfin, on investit uniquement dans des fintechs et dans des assurtech. Et on fait plutôt de la série A et de la série B, mais on peut faire un peu de seed et aussi un peu de growth. Et du coup, je suis ravie de discuter avec tous ces joyeux lurons ce soir. Ce que j'aime bien dans le métier, je dirais 3 trucs principaux. Le premier, c'est qu'il y a en même temps des réflexions un peu stratégiques, un peu théoriques, un peu sur des convictions, des tendances, etc. Et ça, je trouve ça hyper enrichissant. Et c'est très bien balancé avec des expériences beaucoup plus concrètes de terrain, avec des questions, avec des entrepreneurs qui t'appellent pour te dire « Ah, vite, il faut que je prenne une décision sur tel sujet, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. » Donc, tu as vraiment un mix entre des points de vue stratégiques et très opérationnels. J'aime beaucoup ce mélange-là. Le deuxième truc que j'aime bien, c'est le côté émulation, apprendre plein de choses avec des entrepreneurs passionnés pour lesquels j'ai toujours beaucoup d'admiration, qui connaissent hyper bien des sujets sur lesquels on peut échanger, parfois se disputer, pas être d'accord, être d'accord sur avoir vraiment ce mode de travail qui est dans la discussion et dans l'émulation, ça me plaît beaucoup. Et le troisième truc que j'adore, c'est un peu le mode, je ne vais pas dire le mode de vie, mais le mode d'organisation du métier où en fait on a la chance d'avoir un métier où on a zéro routine et tous les jours il y a des trucs différents, il y a toujours plein de rencontres, il se passe plein de choses et moi, quand j'ai commencé ma carrière, maintenant, ça fait 7 ans à peu près que je suis là-dedans. Je suis dans ma 8e année, je crois. Et j'avais super peur de m'ennuyer d'une tour sordide à la défense. Et voilà, là, c'est vraiment l'inverse, quoi. En fait, tu es un peu comme multi-entrepreneur sans vraiment non plus trop être entrepreneur. C'est trop cool. Bon, en tout cas, on ne laisse pas la tâche facile pour Victor. Parce que Victor, je te laisse te présenter et nous raconter pourquoi tu fais ce métier. Si jamais tu as d'autres choses que les points communs qu'on partage. Oui, non, mais enchanté tout le monde. Moi, Victor Dreux, je suis directeur d'investissement chez Briga. Ça va faire 4 ans, moi, dans 17 jours que je fais ce métier. J'avais fait d'autres choses avant, mais alors j'ai pas envie de paraphraser mes camarades. Moi, je retiens 3 choses. Avant tout, de l'humain, parce qu'effectivement, nous, on investit assez tôt aussi dans les aventures et donc on est devant des petites équipes qui cherchent vraiment un appui, parfois au quotidien, hein, sur plein de choses. Et je pense que ces relations-là ont énormément de valeur et apportent beaucoup à tout le monde. En deux, je pense c'est vraiment le sujet. Ça attise énormément de choses autour de la curiosité. Enfin, on est généraliste, donc moi j'ai le plaisir de découvrir plein de choses différentes, de parfois découvrir des choses que je ne connais pas du tout. Et c'est toujours génial de faire face à des gens qui maîtrisent leur sujet, ont une forme d'expertise qu'on n'a pas. Ça peut bien nous embarquer dans des histoires qu'on n'aurait jamais vécues sinon. Et le dernier point, je dirais, c'est aussi le plaisir quelque part d'être un peu aux avant-postes des mutations de nos sociétés, quoi. De se dire finalement, on voit un petit peu avant tout le monde ce qui peut-être va changer nos vies dans les années ou décennies qui viennent. Et ça, c'est aussi un plaisir d'avoir, dans une toute petite mesure, la possibilité de pousser ce qui nous semble faire sens. Voilà. Bon, bah écoute, pour ceux pour ceux des participants de l'audience qui cherchent à rejoindre cette industrie, on leur a redonné des inspirations pour expliquer le pourquoi ils postulent et pourquoi ils veulent rejoindre l'industrie.
En tout cas, c'est vrai que c'est un très, très beau métier. Je vois que Victor est venu avec ses fans. Alain qui fait bravo, Victor. Bon, bah, écoutez, génial, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et peut-être pour mettre un peu tout le monde au niveau, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le venture capital et capital risque en français dans l'audience. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur c'est quoi un VC, un fonds de capital risque, la différence avec une société de gestion et puis le modèle économique aussi. Qui veut répondre un peu à ces basiques au choix? Je peux commencer si vous voulez. Ouais, vas-y, Gabriel. En fait, quand on dit fonds, on veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'on parle de la société de gestion qui gère en général plusieurs véhicules d'investissement. Donc le mot fonds, il peut être utilisé pour les deux niveaux. Et chaque véhicule d'investissement, en fait, c'est un package d'argent qui est dédié à une stratégie d'investissement définie qui correspond à une géographie, une maturité, éventuellement une thématique, des savoir-faire d'accompagnement, etc. Et donc, par exemple, chez Blackfin, on a la société de gestion qui s'appelle Blackfin Capital Partner qui gère des fonds de private equity et également un fonds de venture. Et ce fonds de venture, la stratégie, c'est d'investir du seed au growth dans les fintech et assurtech en Europe, des tickets entre 1 et 20 millions d'euros. Ouais, donc ces fonds. Ça, c'est la définition des fonds avec un exemple. Ouais, donc le but de la société de gestion, c'est de gérer ces fonds dans lesquels vos actionnaires, c'est ce qu'on appelle des limited partners. Ces limited partners, c'est qui et puis c'est vrai qu'Alexis, le modèle de Kima est un peu différent, mais rapidement, pour représenter un peu la structure, c'est qui les LP généralement des fonds français Vas-y, Aurore. Ouais. Ça dépend, honnêtement, ça dépend vachement en fait de ton, en général de la taille de ton fonds et aussi de ton positionnement sur on va dire sur la chaîne d'investissement. Tu vois, sur des fonds, par exemple le nôtre qui est un fonds de 100 millions, nous c'est un mix entre des family office ou des gros business angels ou des individus privés et ce que tu appelles les institutionnels, donc c'est-à-dire ou des fonds ou des fonds publics type la BPI ou le FEI. Donc, en fonction, donc ça, c'est un peu les grandes catégories. Nous, on n'a pas, par exemple, de corporate, mais je sais que, par exemple, que Brigard, on en a pas mal. Donc, ça dépend des typologies de fonds. Mais ça, en gros, c'est un peu les 6 gros ensembles qui viennent financer. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que en tant que fonds, on a deux types de clients qui ont des intérêts parfois pas forcément alignés, qui sont les entrepreneurs d'un côté et en fait nos LP, donc ce que tu appelles les limited partners de l'autre. Ouais. Et il ne faut pas oublier en fait qu'on investit l'argent en fait, des capitaux qui ne nous appartiennent pas. Bon, sur le cas de Kimar, c'est un peu différent. Donc ils ont un modèle de fonds un peu différent parce que effectivement ils ont un seul LP. Mais en général, effectivement, c'est une structure plus fragmentée. Et justement, on y viendra un peu plus tard sur à quoi vous servez, les bénéfices que vous apportez aux entrepreneurs au-delà de l'argent que vous investissez, et en tout cas ce que vous construisez dans la création de valeur en étant à leur côté et en créant des synergies dans le portefeuille, en mettant en relation avec des experts ou autres. Mais en gros, ces investisseurs, ils attendent quoi de vous exactement, très, très, très concrètement? 3x net, c'est très concret. De la performance et des synergies business. Ouais, donc la durée de vie d'un fonds qui est 10-12 ans. Donc, vous collectez l'argent, vous l'investissez, le réinvestissez dans certaines lignes qui réussissent bien, que vous avez confiance. Puis derrière, il y a un moment donné, vous devez rendre l'argent. L'objectif, c'est de la performance, quoi. C'est que vos LPs, vos limited partners en ressortent avec une plus-value, quoi, qui se résume en un chiffre à retenir pour nos amis entrepreneurs, c'est 3x, quoi. Exactement. Oui. Ok. Et donc, ces investisseurs-là, vous les engagez sur une stratégie, j'imagine, puisqu'il y a des choses qui vous différencient chacune sur la maturité des startups dans lesquelles vous investissez, les secteurs. Moi, souvent, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent nous voir pour avoir des conseils sur la levée, parfois, je leur demande, partage-moi la liste des investisseurs que tu as contactés. Et je vois des centaines d'investisseurs et de fonds d'investissement, parfois qui n'ont rien à voir avec la boîte. Et pourtant, ce n'est pas faute de communiquer. Hein. Enfin, vous participez à des podcasts, il y a des sites Internet. Donc, je pense qu'on mérite dans cet événement de rappeler que vous avez des stratégies qui sont très diverses. Peut-être revenir sur chacune d'entre vous. Est-ce qui les différencie? Est-ce que c'est la maturité des boîtes, les tickets que vous investissez, les secteurs? Et encore une fois, Alexis, tu vas me dire, tu fais exception parce que je vous vois investir dans beaucoup de secteurs, mais on pourra peut-être en venir à ton cas particulier avec Kima. Mais voilà, si on peut faire un petit tour de table sur vos différentes strates et ce qui vous différencie.
Victor. Ouais, je peux commencer avec plaisir. Alors, parce que dans la perspective d'investissement d'un actionnaire potentiel d'un fonds, effectivement, tu vas miser sur ce qu'on appelle un scope, qui va concerner donc une géographie, ça peut être une région du monde, ça peut être un pays, ça peut être même une région Aquitaine, par exemple, pour certains. Hein. Et puis, ça va être ce qu'on appelle des stages, c'est-à-dire des niveaux de maturité de société. Nous, chez Briga, on fait des boîtes qui font entre 0 et on va dire 3-4 millions de chiffres d'affaires annuels. Donc, c'est vraiment des boîtes très jeunes. Donc, c'est assez risqué. Et au-delà de ces sujets un peu, on va regarder aussi des sujets de vertical. Nous, on est généraliste, donc on s'intéresse vraiment à tout. Donc voilà, donc l'actionnaire vient, il se dit, je vais mettre de l'argent dans un actif qui va être de ce type. Et en plus, il va évidemment regarder un peu le mode opératoire de l'organisation. Nous, chez Briga, on a de particularités. On a un modèle, on a tous été entrepreneurs avant, donc on essaie de vanter les mérites de cette approche auprès de nos actionnaires en disant qu'on pense que ça peut apporter de la valeur pour identifier, séduire des bons entrepreneurs et bien les accompagner. Et on a aussi une équipe d'accompagnement sur des sujets opérationnels. Donc, on aide beaucoup nos boîtes avec des personnes dédiées qui sont chez nous, qui aident sur du go-to-market, de l'organisation d'équipe, du recrutement, de la communication, etc. Voilà. Donc, tu disais des secteurs précis, des tickets d'investissement minimum, des maturités de boîte. Et ça, j'imagine, on en rediscutera tout à l'heure. Ça dépend du chiffre d'affaires généré par la boîte, de sa maturité commerciale, peut-être en termes de technologie aussi pour certains qui est de fonds de la place européenne qui investissent plus dans des tech durs, des deep tech. Alexis, peut-être tu peux revenir un peu sur la stratégie Kima. C'est quoi la stratégie Kima? Ouais, j'avoue que je suis passé assez rapidement dessus lors de la présentation. Ouais. En fait, Kima, on est assez particulier parce que justement, comme on l'a évoqué avant, on n'a qu'un seul investisseur qui est Xavier Niel. Donc, comparé aux autres fonds qui ont plusieurs investisseurs, on n'en a qu'un seul. Et en fait, on est en réalité un business angel. On est un super business angel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de structure juridique de fonds. En fait, c'est nous qui gérons les investissements angel de Xavier Niel. Et en fait, on investit, on a une allocation, on veut investir environ 15 millions d'euros par an, des tickets entre 100 et 150 000, donc dans une centaine de startups par an. Donc on fait environ 100 deals par an, on déploie entre 12 et 15 millions par an. C'est à peu près notre stratégie. Et l'idée, c'est de faire des tickets de pré-seed seed, donc des tours de table de 500 000 et plus, principalement basés en France. Okay. C'est un peu un mandat qu'on nous a donné, que Xavier nous a donné. Et voilà. Et alors, c'est quoi les objectifs de performance? On parle de 3X aussi chez Kima. En fait, forcément, on a un objectif je crois que l'objectif de performance est assez implicite. Hein. C'est juste qu'ils nous demandent de faire de la performance, c'est normal. Hein. Je ne crois pas qu'il soit explicite. Après, historiquement, on fait à peu près 30% de TRI dans les performances historiques. Donc, cette TRI, ça veut dire qu'on fait 30% par an de retour. À peu près. Ouais, le TRI pour l'audience, hein, c'est un peu l'indicateur de performance, c'est le taux de rendement que vous pouvez aller chercher sur un fonds. Je crois qu'on est autour des 15-25% pour certains des meilleurs fonds de la place. Hein, c'est à peu près ça, un TRI. Voilà. Ok. Et j'ai eu pas mal de questions sur le B2C parce qu'on a l'impression qu'en France, on finance que du SaaS B2B ou des marketplaces, du web. On a beaucoup parlé des DNVB aussi, des market players. Qu'est-ce qui se passe sur le B2C pour ceux qui en font, qui ont investi dedans? Je ne sais pas, Aurore, par exemple, tu veux nous parler un peu? C'est possible de financer des startups B2C en Europe? Honnêtement, j'aurais été d'accord avec toi il y a 6 mois. Ouais. Effectivement, il y a 6 mois, il y avait peu de fonds français qui faisaient du B2C. Donc, il y a des très bons fonds comme Autopia qui en fait en seed et en série A. Mais c'est vrai qu'il y en a peu, notamment des modèles DNVB qui étaient assez snobés par les intérêts français. Nous, on fait du B2C. mais T'as quoi comme boîte, par exemple, B2C que tu as fait avec Sam Pata? En France, non. Mais en gros, on a investi dans une boîte qui s'appelle Colvin, qui est en gros une plateforme de livraison de fleurs qui est en Europe du Sud et au UK. On a une boîte qui s'appelle Streamloot, qui est une boîte dans le gaming, en B2C. On a en B2C une app de dating. On a une boîte qui s'appelle Motley à Londres, qui est une marketplace de bijoux.
Donc non, on a pas mal de boîtes B2C. Mais donc, pour revenir à ta question, en revanche, là, depuis 6 mois, il y a un peu en tout cas, d'après ce que je vois, un peu un tournant où le Covid a quand même pas mal accéléré en fait, des tendances de fond et a pas mal affecté en fait, les comportements des consommateurs. Et en ce moment, par exemple, le sujet le plus hot en VC, c'est ce qu'on appelle les dark stores, qui sont, en gros, c'est des modèles comme GoPuff aux États-Unis, Gorillaz en Allemagne, ou en France, il y a Whoop. Bref, qui ont tous levé dans les derniers mois 20 millions pré-lancement avec des fonds européens ou américains. Et je pense que c'est un peu le signal que des modèles un peu blacklistés B2C, de par les accélérations de ces tendances liées au Covid et ce changement un peu des habitudes de consommation, sont en train de redevenir VC-friendly et génèrent des passions chez les investisseurs. Et ouais. Et on voit la même chose sur les assurtech aussi, dans le giron des grosses boîtes américaines, les Metromile, Root, Lemonade, qui ont fait des IPO avec fracas et grand succès. On voit toutes les boîtes assurtech B2C qui ont enfin réussi à lever pour certaines et réussi à lever considérablement ces dernières semaines pour d'autres. Je pense à Luco, Lovis, Leoker. Et là, on parlait d'une autre avec Alexis l'autre jour qui est dans l'univers des chiens-chats. Mais on en voit plein aussi pour les téléphones, le voyage. Enfin, il y a vraiment une ébullition et pour moi, c'est drivé dans ce cas-là. Évidemment, les parcours de souscription doivent se digitaliser, étant donné que tu ne peux pas prendre rendez-vous forcément physique de manière aussi facile qu'avant. Mais par ailleurs, c'est vraiment drivé par des rôles modèles américains qui soient des boules en France comme Lemonade et bousculent un petit peu les players qui étaient en place et qui avaient l'intention de prendre le leadership du marché, soit qui débarquent pas en Europe, mais qui ont quand même des succès et une vraie appétence en fait des marchés boursiers, quoi. Ah, c'est génial, c'est un message d'espoir pour toutes les fondatrices, fondateurs de startups B2C que vous envoyez là. Ah, mais c'est top. Et effectivement, il y a des vraies tendances de fond. Nous, on le voit sur le site. On a de plus en plus de decks, de startups, de boîtes qui lèvent entre 300 et 500 000, qui ont des bonnes tractions, qui ont vécu une période plutôt avantageuse pour elles, puisqu'il y a beaucoup de consommation qui se sont portées vers le digital. Et vraiment, il y a des bonnes tendances de fond. Donc c'est un bon message. Et ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est… en gros, on parle beaucoup de la levée de fonds. Enfin, toutes les nouvelles boîtes qui se lancent se disent start-up, VC compatible et autres. Quels sont le type de modèle de croissance de start-up que recherche un VC pour faire un peu cette mise au point que vous n'êtes pas forcément obligatoirement à devoir lever des fonds si vous montez une boîte et les VC cherchent des modèles de croissance et des sociétés, des entreprises vraiment particulières. Si vous avez quelques repères à donner à nos amis entrepreneurs là-dessus. Je sais pas, Alexis, je vois que t'es pas ennuyé. Allez, qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc en gros, c'est vrai que en fait, donc la levée de fonds, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. On en parle partout, on voit des articles de presse avec des gros chiffres qui parlent en millions, et voilà, c'est très fashionant. Et ça fait classe en soirée. La réalité, c'est qu'en fait, c'est pas du tout, même si jamais c'est très populaire, c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Il y a des gens, de toute façon, on va pas dire l'inverse. Xavier Niel est très connu pour avoir monté Iliad avec quasiment pas de fonds levés en fait. Et donc du coup, je suis pas là pour montrer le contraire. Et en fait, généralement, les boîtes que cherchent les investisseurs sont des boîtes qui sont là pour faire des projets très très ambitieux. Pourquoi? Parce que quand on investit dans une boîte, on investit généralement avec de l'equity, avec des actions. Et en fait, le modèle des fonds d'investissement fait que pour avoir ce 3x dont on a parlé tout à l'heure, donc ce 3 fois, sur notre fonds d'investissement, il faut prendre en compte le fait qu'il y a certaines boîtes qui vont mourir, il y avait certaines boîtes ça va pas bien se passer, il y a certaines boîtes ça va super bien se passer, il y a des boîtes où on va avoir du mal à les revendre. Et justement, pour faire justement ce 3x, il faut avoir des plays très très ambitieux pour que notre modèle marche. Et donc du coup, c'est pour ça que les investisseurs cherchent des plays très très ambitieux et c'est à peu près ce qu'on cherche. Peut-être tu peux définir rapidement play pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le play d'un VC. C'est
Non, mais c'est un play, en gros, on cherche des entrepreneurs on cherche des boîtes qui ont une volonté d'être très très ambitieuses. Donc par exemple de faire des unicorns ou de faire des boîtes comme ça, quoi, qui vont relever d'autres fonds sur fonds, qui vont chercher de l'hypercroissance, parce qu'en fait c'est plus ou moins dû à l'investissement en equity. En fait, surtout pour notre modèle de fonds en particulier. C'est différent que pour les business angels. Ouais, Aurore, tu veux compléter? Ouais, pour compléter ce que dit Alexis, en gros, je pense qu'il y a une idée, donc la plaie justement et ce qu'on recherche, c'est nous en fait, on a un fonds de 100 millions. Notre construction de portefeuille se base sur à peu près 20 à 25 boîtes, et il faut qu'au moment où on investit dans la boîte, on pense que cette boîte a le potentiel de venir retourner notre fonds. Retourner notre fonds, ça veut dire en fait que sur un fonds de 100 millions, sachant qu'on prend justement, donc on investit en equity, donc on prend des parts en fait de cette boîte qui idéalement se situe autour de 20%. Bon, là, c'est idéalement. Et idéalement, mettons qu'on garde ces 20% jusqu'à la sortie, ce qui est une énorme hypothèse, parce que bien évidemment, on se fait diluer sur tous les tours d'après. En gros, il faut que la boîte, elle sorte en EV, donc Enterprise Value, donc valeur de sortie, à plus de 700-800 millions. Donc, ça donne une idée un peu de l'ambition qu'Alexis faisait référence. Et là-dessus, en fait, pour moi, il y a 2 points. Il y a une question de taille de marché adressée à terme, et il y a une question de vélocité. Et je pense que c'est un peu les 2 points qu'on recherche. Et ça, honnêtement, il y a des entrepreneurs qui vont faire des très, très belles boîtes rentables, où ils ne seront pas dilués, ils seront beaucoup plus d'argent que de rentrer justement dans ce jeu venture. Et c'est pas, effectivement, c'est pas forcément, en fait, ce schéma que je viens d'expliquer n'est pas forcément en fait adéquat pour toutes les boîtes, toutes les équipes surtout. Et voilà, donc c'est ce qu'on essaie de comprendre quand on rencontre des entrepreneurs. Ouais, c'est exactement ça, c'est que c'est très personnel en fait. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire dans la vie, ses aspérités, etc. Est-ce qu'on a envie de monter un projet très très ambitieux qui fait partie de tous les projets qui sont dans la presse qu'on voit, qui veulent faire des startups hyperscale avec énormément de croissance, ou est-ce qu'on veut monter une boîte qui soit plus qui a un schéma de développement plus tranquille ou pas? C'est très personnel en fait, ça ne regarde que vous en fait. En gros, tu as 7-10 ans pour monter une boîte qui vaut 700-800 millions. Effectivement, c'est un vrai projet projet entrepreneurial. Et il y a des chiffres qui sont sortis là, en fin d'année. Je crois que c'est autour de 10-15% des boîtes qui sont vendues en France qui dépassent la valorisation de 150 millions. Donc, on voit que votre métier il est super risqué, quoi, et qu'effectivement, c'est pas tous les jours qu'on voit ce type d'entreprise. On mise sur le présent, on mise sur le futur. On espère que ce pourcentage-là, on va réussir à le monter. Et j'imagine. C'est vrai que tu. Ouais. Vas-y. Non, Victor, je te laisse répondre. Non, j'allais juste dire que effectivement, ce que tu rappelles, c'est hyper important. Et ça fait le lien avec le business model d'un fonds. Nous, on continue d'exister si on ramène un rendement suffisamment intéressant à nos actionnaires, enfin à nos clients côté LP. Parce que sinon, ils vont aller soit chez d'autres fonds, soit dans d'autres types d'actifs. Ils peuvent investir dans l'immobilier, dans la bourse, ou en tout cas, il y a plein d'autres types d'actifs. Et donc, pour que nous, on ait un business model qui soit viable, on est quelque part tenu d'attendre ce genre d'hypercroissance. Et ça veut dire que si vous faites venir un fonds dans votre capital, vous avez à vos côtés quelqu'un qui a une seule ambition, c'est ça. Et qui lâchera rien tant qu'on ne fera pas tout pour aller chercher ce genre d'hypercroissance. Parce que c'est un peu sa raison d'être aussi. Donc, c'est pas pour faire peur, mais c'est en tout cas, il y a ce côté, c'est le jeu qu'on joue quand on fait venir un VC. Donc, il faut qu'on soit confiant sur l'ambition, mais il faut aussi se dire, il faut être apte à toujours se remettre en question pour aller chercher des beaux chiffres, une belle croissance, faire grandir son équipe, etc. Et c'est super important de le repréciser aussi parce que justement, plus tu as une valorisation haute à l'entrée pour les fonds, plus la pression va être grande derrière pour aller encore plus loin dans la croissance sur les stades d'après, quoi. Et du coup, vouloir lever le plus possible à la valo la plus haute possible, ça peut être une fausse bonne idée dans pas mal de cas.
Justement, on va en parler un tout petit peu après de la valorisation d'entrée, mais c'est intéressant ce que vous dites sur les objectifs de valeur de sortie, parce que j'imagine que vous, votre travail au quotidien, c'est aussi d'essayer d'optimiser cette valorisation de sortie. Alors, enfin, une grosse partie du travail sont certainement accordés aux entrepreneurs eux-mêmes et à leurs équipes, mais enfin, vous, en tant que fonds, vous les accompagnez, alors, peut-être pas au quotidien, mais tu le disais, Aurore, dans des sessions de board. Enfin, comment vous essayez d'optimiser ça? C'est quoi l'accompagnement qu'on peut attendre d'un fonds d'investissement? Je sais que c'est un gros axe de différenciation aussi dans le discours que vous avez chacun pour vous présenter. Enfin, voilà, comment vous travaillez là-dessus sur optimiser la création de valeur et apporter des choses aux entrepreneurs qui sont, vous le disiez, votre deuxième client ou votre premier, je ne sais pas dans quel ordre vous le mettez, mais voilà. Je sais pas qui est... Ouais. Allez, Victor. Si tu veux pour commencer, non, mais il y a plusieurs axes et ça va dépendre un peu, je pense, de chaque société. Tu vois, on fait face à des sociétés quand on investit qui ont des atouts et qui ont aussi des faiblesses, et donc on essaye pas mal de combler ces faiblesses. Et après, je pense que, toi, je ne vais pas que prêcher pour ma paroisse, il y a plein de modèles qui effectivement existent et c'est tout l'intérêt de pouvoir, si tu es en mesure de choisir ton VC parce que tu as ce luxe, c'est super, il faut trouver celui qui te semble apporter les choses qu'il te faut pour avancer du mieux possible. Donc pour certains, ça peut être du réseau de décideurs parce qu'on veut chercher des clients, qu'on est forcément quand on est dans du sales large B, là on sait que c'est difficile, c'est politique, il faut avoir des sponsors dans les grandes orgas. Donc là, si on a un fonds qui a des bonnes entrées, c'est super utile. Si on a un sujet, je ne sais pas, qui va être à un moment donné un peu riche en RH et qu'il y a des gros enjeux d'orga, ça peut être utile d'avoir un fonds qui va vous aider là-dessus, qui a peut-être déjà des boîtes qui l'ont vécu et qu'elle a pu accompagner pour trouver un peu quelles sont les opportunités à saisir, les erreurs à ne pas commettre, de l'expertise sur des sujets particuliers, ça peut être expertise techno, sectorielle, mais là aussi, même sur des sujets deep tech, ça peut être pertinent d'avoir quelqu'un qui connaît assez, qui a lui aussi du réseau d'experts, de scientifiques qui peuvent venir accompagner les boîtes sur des sujets de ce type. Donc voilà, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs modèles qui existent. Enfin, tu as les fonds qui disent entrepreneurs, c'est-à-dire des équipes de gens qui ont entrepris par le passé, qu'on appelle les operating partners, où vous avez des gens en interne qui ont des expertises RH, BizDev ou autres qui travaillent pour les boîtes du portefeuille. Il y a le modèle aussi des VP, les venture partners qui sont des gens du secteur dans lequel vous investissez et que vous introduisez ou activez. Comment vous voyez ces différents types de modèles? Si Aurore, Gabriel, vous avez un mot à nous dire là-dessus? Moi, j'ai l'impression qu'en effet, le modèle des operating partners, il est de plus en plus à la mode, un peu à l'américaine. Il y a pas mal de grands fonds qui ont montré la voie, avec une sorte de saucissonnage en fait, du métier, où en fait, tu as ceux qui sourcent, ceux qui investissent, ceux qui closent les deals, et ceux qui accompagnent un petit peu, et puis après, ceux qui lèvent les fonds, qui sont globalement les partenaires et autres, associés de la société de gestion. Et du coup, ça émerge un peu. Après, il y a toujours plein de manières d'innover avec des logiques d'alignement d'intérêts, avec des tiers. En effet, nous, par exemple, on a une communauté de venture partners, on a une quarantaine d'experts des services financiers un peu partout en Europe qui nous aident à sourcer des talents, à challenger nos analyses, à être connectés avec les bonnes personnes pour des enjeux commerciaux, par exemple. Et ça, on peut se le permettre aussi parce que comme on est vraiment très verticalisé, on essaye vraiment de générer tout un écosystème, d'être un peu un carrefour d'une communauté de gens intéressés par la fintech. Donc c'est assez spécifique. Mais on est multisectoriel. Aurore, comment on fait alors nous, justement, c'est marrant parce que nous, je me considère justement comme très spécialisé, mais on est spécialisé de manière différente de Blackfin. Alors nous, on est spécialisé en deux sens. Un, on fait que du seed. Et c'est une vraie nuance parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fonds série A, voire encore plus late stage qui en fait remontent la chaîne de valeur et font du seed parce que la série A, la série B est devenue de plus en plus concurrentielle. Nous, notre mandat pour les entrepreneurs, c'est vraiment de les amener du seed à la série A. Et idéalement, en fait, de redonner le bébé à un fonds série A. Mais en gros, notre investissement est le plus actif en fait dans ces 12 à 18 mois entre le seed et la série A. Et le fait qu'on investisse uniquement à ce moment-là,
fait qu'on a une vraie compréhension, j'espère, des enjeux très opérationnels en fait des boîtes à ce stade-là, et qu'on est capable de comprendre un peu la structure de gouvernance qu'il faut mettre en place pour traiter ces enjeux, et surtout qu'au bout de là on a 25 boîtes au portefeuille, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc on est spécialisé en style. Et on est spécialisé aussi dans les types de business models qu'on couvre, parce que nous, on investit uniquement, ce que je disais au début, dans ce qu'on appelle des plateformes et des marketplaces. Donc, en fait, il faut qu'il y ait l'idée d'effet de réseau en fait, qui se matérialise à l'échelle. Et en fait, la raison pour laquelle on focus là-dessus, c'est que le fonds a été créé par un entrepreneur espagnol qui s'appelle José del Barrio, qui a en gros monté l'équivalent d'Allo Resto ou Just Eat en Espagne, donc une plateforme, et qui a créé, qui a scale, donc qui a fait croître sa boîte. Ils étaient market leader en Espagne, c'est à peu près 60 millions de CA, et qui l'a revendu à Rocket. Et donc, du coup, il y a une vraie expertise en fait sur son modèle d'origine, de par le fondateur du fonds, et qui en plus est complété en fait par le fait qu'on investit uniquement dans ces boîtes-là, qui ont encore une fois les mêmes challenges, les mêmes enjeux. Et donc voilà, donc on n'est pas spécialisé sur une verticale, mais on est spécialisé sur un stade d'investissement et sur un type de business model. Donc on reviendra sur les milestones qui accompagnent la vie d'une boîte entre son seed et Serie A, et tu pourras peut-être nous raconter un peu lesquels sont-ils et comment tu t'accompagnes. Justement, tu parlais un peu des synergies de portefeuille, le fait de partager les bonnes pratiques dans 25 boîtes. Alexis, toi, Kima, rappelle-moi, il y a combien de boîtes dans votre portefeuille actuellement, et qu'est-ce qui se passe? Je suis entrepreneur, Kima investit chez moi. Il y a des choses que vous mettez en place pour créer des synergies justement dans ce portefeuille qui est international, multisectoriel, comment vous travaillez avec vos entrepreneurs? Ouais, donc en gros, aujourd'hui, on a presque 900 boîtes et on est 4 pour gérer 900 boîtes. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait justement on essaye au maximum de faire des mises en relation et faire gérer justement ces synergies dans le portfolio. On le fait ça à la fois par une plateforme en ligne qui s'appelle Pay It Forward, sur lequel en fait tous les entrepreneurs peuvent discuter avec d'autres entrepreneurs du portfolio. Ils vont sur un site web, ils voient toutes les boîtes, ils appuient sur un bouton, ils ont une introduction, parce qu'on croit au fait qu'il y a beaucoup de savoir qui est entre les mains des entrepreneurs et que les VC sont très très bons, hein. Mais c'est très complémentaire d'avoir le point de vue des entrepreneurs, parce qu'ils sont bons sur d'autres, ils donnent des inputs qui sont différentes. Et ensuite, après, on fait d'autres projets. On fait de temps en temps, là, on va mettre en place d'ici quelques mois, on va mettre en place des Zooms pour ceux qui souhaitent se discuter un peu de leurs problématiques du moment avec d'autres entrepreneurs, des Zooms de groupe, des discussions peer-to-peer où aucun VC discute. On essaie de faire au maximum ça. C'est pas parfait, parce que c'est super dur. Ouais, c'est un énorme challenge. Mais parce qu'il faut pas déconner. Genre en vrai, au quotidien, quand on est entrepreneur, on fait pas ce job pour parler à des VC, on fait ce job pour entreprendre. Et donc du coup, au quotidien, on a des problèmes et on a d'autres choses à faire. Et donc on essaye au maximum de faire des trucs. C'est pas parfait, mais on y travaille. Je pense que c'est un vrai challenge. Le métier de VC a aussi pas mal évolué. Je trouve que les attentes des entrepreneurs sont toujours un peu plus fortes, hein, et on attend du VC qu'il apporte plus seulement de l'argent, mais qui joue un autre rôle aussi, qui est celui de connecter les entrepreneurs à des entrepreneurs, de l'aider à faire moins d'erreurs et autres. Et ça doit être, c'est un des gros changements, je trouve, dans l'industrie qui passe par les différentes mécaniques. Alors, c'est d'autant mieux quand tu peux avoir les outils. Vous avez des outils chez Samaipata, Briga, Blackfin aujourd'hui qui vous aident un peu mieux. J'imagine c'est en voie d'outillage, c'est comme dans beaucoup d'autres industries financières, on s'outille tranquillement de CRM et autres. Sur la partie synergie sur la partie synergie, comment votre portefeuille vit? Ça passe par des Zooms aussi, très, très rapidement. Alors nous, c'est marrant parce que nous, on a lancé justement un réseau d'operating partners il y a 2 semaines. Tu vas pouvoir nous dire dans quelques mois. Et ben voilà, exactement. Donc j'ai encore plus de recul là-dessus. Mais et honnêtement, d'un point de vue software et d'un point de vue tool, c'est assez c'est standard aujourd'hui. À l'heure actuelle, ça passe par une communauté Slack, un Calendly et en fait des calls. En fait, on permet juste des office hours avec ces operating partners.
Donc, on n'a pas encore trouvé un outil qui permette de craquer vraiment cette partie synergie. Mais le recul en fait de 3 semaines, de ces 3 semaines dans ce programme, c'est que honnêtement, c'est hyper utile, quoi. Dans le sens où on le faisait de manière, en fait, on le faisait plus de manière sporadique et un peu spontanée, en fait, en fonction des problèmes que certaines des boîtes avaient. Et là, on a du coup formalisé le programme, en gros, en essayant de sourcer un profil par gros type, par gros enjeu opérationnel, que ce soit sur je sais pas, l'aspect commercial, comment structurer ton funnel de vente, l'aspect tech, comment vraiment créer ta database, l'aspect RH. Et c'est vrai que c'est top, quoi. Ok. On a encore 2 gros sujets à couvrir avant de laisser place aux questions. Donc, je vais passer. Ça serait intéressant de revenir un peu sur les standards de la Serie A, s'il y en a, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exceptions. Mais c'est quoi à peu près les montants qu'on lève en Serie A? C'est quoi les valorisations? Quelle part du capital on peut s'imaginer donner aux investisseurs d'une Serie A? Est-ce que quelqu'un veut revenir un peu sur ces standards-là? Victor? Si tu veux. Ouais, vas-y. Et mes camarades me reprendront s'ils trouvent que j'ai tort. Je dirais, en fait, oui, j'ai vu en plus les questions qui sont arrivées sur ce sujet un peu de détention, de valo, etc. Faut évidemment imaginer qu'on est dans un métier où on ne peut pas faire de technique de valorisation qu'on ferait pour des boîtes plus mûres. Donc, faut se dire que on va dire, tu vas avoir 95% des dilutions qui sont entre 20 et 25%. Donc, dans des situations où il n'y a pas vraiment de concurrence, tu seras peut-être un peu plus dilué. Dans les situations où ta boîte est très exceptionnelle et tout le monde se bat, tu seras dans une meilleure posture. Et voilà, ça donne un peu l'idée. Donc, faire venir un VC, ça veut dire ouvrir son capital autour de 20 à 25. Et derrière, les séries A, elles sont en train d'augmenter assez fortement en moyenne. Mais voilà, l'écosystème bouge assez vite. Si on se dit... je veux dire, des belles séries A, elles vont être au-dessus de 8 millions, voire 10, voire 15 pour les plus exceptionnels. Et voilà, entre 5 et 15, il y a peut-être la plupart des séries A. Et voilà, donc ça donne une idée. Tu fais ça x 5 ou ça x 4, ça te donne l'idée de ta valo post. Ok. Et pour parler un peu des KPI attendus, alors là aussi, je ne vais pas faire la réponse de ça dépend, mais ça dépend vraiment, parce que voilà, si vous êtes une boîte deep tech, on ne va pas attendre que vous ayez déjà généré énormément de revenus. Mais sur, je ne sais pas ce que je peux dire en termes de prendre du SaaS, si on peut prendre du software, par exemple. Ouais, je pense que d'ores et déjà, on peut commencer à envisager une levée quand on a fait x3 year on year, enfin donc une croissance de moins x3 entre le mois par exemple là de janvier 2021 et le mois de janvier 2020, en ayant atteint, je dirais quand même peut-être 50-60 cas de MRR, donc de revenus mensuels récurrents. Ça commence à être en tout cas la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on a compris un peu ce que les clients attendaient, comment les adresser, et comment bien les traiter. Voilà. Aurore, le product market fit aussi, dit autrement, c'est-à-dire que ton produit, il a rencontré un marché qui a l'air d'être intéressé et cela va en croissance, quoi. Ouais, justement, Gabriel, je rebondis juste. En gros, tu es dans un secteur aussi fintech, insurtech, où il y a des aspects réglementaires qui sont extrêmement importants aussi, qui font partie un peu comme, j'imagine, dans une deep tech où tu as des années de R&D. Bon, bah là, tu as des années de négociations administratives pour atteindre certaines choses. Est-ce que ça t'amène, toi, en fintech ou insurtech, parfois, à pas forcément attendre ce type de traction, mais à attendre… comment vous adaptez ça par rapport à votre secteur? C'est un super bon point que tu soulèves parce que pour prendre un exemple hyper concret, tout le monde connaît ici Conto et MemoBank qui ont eu deux stratégies super différentes. Conto en faisant beaucoup d'acquisitions, en passant par un core banking système externe et des licences externes et dans un second temps en reconstruisant en fait son propre système, etc. En allant chercher sa licence. Et MemoBank dans lequel nous on a investi qui a passé des années à construire un core banking système résilient, nouvelle génération qui ne serait pas du coup construit brique par brique au-dessus de briques existantes et qui permet du coup d'apporter un paradigme complètement nouveau et une expérience très ambitieuse en fait une rénovation ambitieuse de l'expérience bancaire. Et ils ont été chercher leur licence et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait un gros tour dans lequel on a participé.
Et donc, du coup, on voit un peu les deux modèles. Donc, nous, on a investi à la fois au momentum de l'agrément bancaire dans le cas de MemoBank, mais aussi parfois en amont, notamment dans des boîtes, par exemple, je pense à Descartes Underwriting, on a investi, on a rencontré les dirigeants, la boîte n'était pas du tout encore créée et c'était vraiment le bel. Enfin, ils avaient déjà les idées, ils avaient déjà travaillé un peu là-dessus, notamment chez AXA et dans d'autres sociétés d'assurance sur les produits d'assurance paramétrique, mais ils n'avaient pas encore leur licence de MGA, ils n'avaient pas encore leur statut réglementaire. Donc, ça dépend aussi du track record des fondatrices, fondateurs. Et Aurore, Alexis, vous accompagné là-dessus en tout cas. Ouais. Mais pour revenir, David, pour revenir sur juste pour compléter sur le point sur les métriques, c'est quel type de métriques on attend en Serie A. Je pense que en fait, historiquement, il y avait une règle d'or, on va dire, qui était assez claire et assez formalisée chez les VC, qui était ne lève pas ta Serie A avant que tu n'aies pas atteint. Donc Victor disait 70 000 de revenus annuels. Moi, de récurrent mensuel. C'était plutôt 100 000, on va dire, donc 100 000 en MRR, qui correspond, par exemple, sur un modèle marketplace, plutôt 600 000, par exemple, en volume d'affaires, 20% en tech rate. Donc, on va dire que c'était à peu près 100 000 en revenus nets, en gros, ou en marge contributive. Et la réalité, c'est que, je ne sais pas pour les autres, mais la réalité, c'est que cette règle n'existe plus, mais c'est de manière très, très claire. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurore ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne vais pas donner les noms parce que beaucoup sont dans le portefeuille d'Alexis, mais il y a beaucoup de boîtes qui ont levé des grosses séries à des valos très, très hautes sur, honnêtement, des niveaux par exemple, de MRR beaucoup plus faibles. Et donc, donner, en fait, donc ces chiffres, honnêtement, en fait, ont moins de sens parce qu'en fait, maintenant, il y a 3 éléments. C'est toujours à mettre en fait en perspective par rapport à ce que tu disais sur en fait la valeur de l'actif créé. Effectivement, une boîte deep tech ou une boîte qui a un vrai asset techno en général a besoin de moins monétiser en fait pour prouver en fait d'une certaine mesure une défensibilité en fait aux investisseurs. Deuxièmement, il y a l'équipe et effectivement les fonds en général sont quand même plus clients d'investir tôt, même s'il n'y a pas de niveau de CA dans des boîtes qui ont des fondateurs qui sont expérimentés, qui ont déjà fait une sortie. Et troisièmement, il y a le FOMO du VC, clairement, le FOMO du VC sur certains sujets qui viennent vraiment en fait, hyper des boîtes, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons, et du coup qui fait que ces 100 000, cette règle des 100 000 euros de CA, honnêtement, n'est plus trop la norme, en tout cas en France à l'heure actuelle. Et on voyait aussi, on en discutait l'autre jour avec Aurore et tout ça, c'est que il n'y a même plus parfois de momentum de série A dans la mesure où il n'y a même plus d'ailleurs de seed non plus. Il y a des moments de pré-seed, des moments de pré-série A et il y a plein d'étapes qui sont complètement réévaluées et tout dans la mesure où si la boîte est sur un secteur très compétitif avec une top équipe, tous les VC vont vouloir en fait enclencher un momentum qui va être complètement random et casser complètement les codes, quoi, dans des démarches un peu préemptives, et ça, c'est vraiment de plus en plus courant. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça, c'est le cas pour les deals les plus hot. En fait, il y a des deals qui sont très très chauds, que tout le monde regarde, etc. C'est quoi un deal hot ? Parce que là, moi, je me mets à la place d'un entrepreneur, je me dis, waouh, ils sont en train de me dire que il y a plus de standards, il n'y a plus rien. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a des deals qui sont très très chauds, que en fait tout le monde voit en salon, que tout le monde voit, et ils sont très très chauds, voilà, qui ont la cote. Mais il y a beaucoup de deals qui en fait sont des très très bons fonds fondamentaux qui n'ont pas la cote, et c'est horrible parce qu'en fait ils arrivent, ils vont voir les fonds d'investissement et en fait ils comprennent pas pourquoi leur pote d'à côté lève des fonds et voilà. Moi je veux la cote. Comment j'ai la cote dans le monde du VC ? Enfin, donnez-moi un peu des bonnes pratiques, sinon je vais. C'est une grande question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais en fait, le problème de la levée de fonds, c'est que c'est une question de sales et de marketing. En fait, c'est une question de vente et de marketing, et que je sais pas en fait. C'est de la vente, c'est du marketing, et faut essayer de travailler dessus pour essayer de voir comment est-ce qu'un investisseur réfléchit, qu'est-ce qu'il aime à ce moment-là, et comment réussir à travailler sa vente, son marketing pour devenir un deal hype. Mais après, c'est dur, quoi.
Il y a déjà des bons conseils qu'on peut donner qui sont des standards. Déjà, renseignez-vous quoi, sur les fonds d'investissement. Ça, c'est un fondamental. Renseignez-vous sur le site, les participations. Il y a peut-être dans les participations d'autres startups, d'autres entrepreneurs que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé. Envoyez pas, si vous êtes une boîte, j'en sais rien, une marketplace B2C, vous n'envoyez pas effectivement votre deck à un fonds fintech. Déjà, ça vous fera gagner beaucoup de temps et des déceptions en moins. Et puis, on parlait de cette communication. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un timing dans une levée et qu'il ne faut pas forcément forcer les choses. Peut-être faire attendre aussi, on en parlait ensemble, faire attendre les VC pour le bon moment. Souvent, vous avez quand même des équipes d'analystes bien fournies dont le travail, c'est de repérer un peu, de sniper ces pépites de demain sur les marchés qui vous tiennent à cœur. Et on le disait, parfois, ce n'est pas forcément le moment d'y répondre positivement ou d'annoncer ces chiffres, mais de laisser monter un peu la pression. Victor, tu veux compléter un peu tout ça? Il y a peut-être des bons conseils qu'on peut donner pour devenir hype dans le monde du VC. Oui, je pense que tout ce que tu as dit, tu as raison. Il y a une espèce de truc, c'est essayer de faire en sorte qu'on est visible sans pour autant ouvrir la porte à tout le monde. Enfin, c'est un peu le côté du club exclusif, c'est dire ouais, toi tu m'as repéré, super, mais toi tu peux pas encore rentrer. Et je pense que essayer de générer ça, c'est très difficile, mais ça peut être hyper efficace. Enfin, on peut, à mon avis, se renseigner sur plein de méthodes justement de belles boîtes B2C qui ont réussi à créer ce genre d'engouement. Et il y a un peu de ça. C'est comme le FOMO qu'évoque Aurore, un VC, de toute façon, il faut qu'il voit tout. Et s'il y a une boîte qui lève sans qu'il l'ait vu, il a mal fait son taf. Et on peut lui reprocher. Donc, du coup, tu peux jouer un peu là-dessus. Après, je pense que évidemment, il y a un peu l'effet faut pas griller sa cartouche parce que souvent, c'est en une fois. S'il y a une mauvaise impression de la part du VC, ça sera très difficile de remonter un petit peu dans les styles qu'il a eu de ta boîte. Donc, il y a un peu le côté ouvre pas la porte si tu ne te sens pas prêt, si tu n'as pas encore des belles choses à raconter. Sinon, ça sera difficile à moins de venir avec des choses incroyables. Moi, j'ai fait x10 en un an en revenus ou en nombre de users. Là, évidemment, ils trouvent la porte, mais sinon, c'est compliqué. Moi, je voulais juste ajouter un truc qui me semble aussi important, c'est surtout si on parle de Syria, c'est hyper important de voir que vous arrivez à inspirer des stars. Et ça, c'est des super signaux qui sont visibles. Si vous avez, je sais pas, des VP de super scale-up qui rejoignent votre équipe, a priori, ils ne lâchent pas un super job pour rien. C'est que vous les avez inspirés, c'est qu'ils croient à fond dans votre histoire et qu'ils ont envie d'en être. Et ça, un VC, il y est sensible et ça va déclencher un petit coup de fil, un email pour en savoir plus un petit peu sur l'orientation de la boîte. Donc, je pense que ça, c'est typiquement des signaux qui sont importants et de toute façon qu'il faut regarder au moment où on analyse la boîte en disant qui t'a recruté, est-ce que tu es un super recruteur et est-ce que les gens qui sont là sont assez talentueux pour continuer de porter la boîte sur la suite. Justement, et à titre illustratif, c'est vrai que sur le sourcing, il y a pas mal de VC qui utilisent LinkedIn, qu'on a LinkedIn Premium ou Sales Navigator, et qui du coup, c'est un des gros sujets de conversation, quel filtre tu mets, comment est-ce que tu traques tel ou tel profil pour savoir avant lui-même, avant la personne même qui va créer une boîte dans quelques mois. Et du coup, c'est sûr que traquer un peu les top profils qui ont eu des rôles clés en fait dans des expériences à forte croissance dans des startups un peu visibles, c'est clairement des indicateurs de startup, quoi. C'est triste parfois de voir des startups avec des super dirigeants, mais qui n'ont pas updaté leur profil LinkedIn depuis 1 an et demi et qui ont rejoint une startup et depuis 1 an et demi qui font des choses incroyables. Et tu dis, mais à jour ton LinkedIn, quoi, si tu veux rentrer dans les radars. Donc, déjà, je pense que LinkedIn, ça devient un super outil pour, notamment sur le B2B, mais sur plein d'autres choses pour annoncer ces news business, entreprise. Je pense qu'il y a un ciblage des contacts et des relations que vous avez. Vous pouvez prendre le pouls d'un marché. Il y a beaucoup de questions autour des marchés qui sont sexy, des secteurs qui sont sexy. Je pense qu'il suffit aussi parfois de prendre votre téléphone ou de prendre un café ou un Zoom plutôt en ce moment avec des gens, des gens qui travaillent dans le secteur pour se renseigner, pour échanger, pour sentir quel va être le pouls. Et puis après aussi de refuser certains calls. Vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure avec un fonds en préalable et passer juste 1 demi-heure pour vous renseigner sur ce qu'il attend et autres, et vous sentir si c'est le bon moment pour lui donner tous les indicateurs ou se dire attends, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, je focus business et puis on se reparle peut-être dans 3-4 mois, quoi. Ouais, là-dessus, David, juste pour compléter là-dessus, effectivement, ce que dit Gabriel est très vrai dans le sens où maintenant les fonds en fait utilisent tout
pas tous, mais la plupart des outils de sourcing automatisés, notamment sur LinkedIn, et essayent en fait dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, de parler le plus tôt possible aux entrepreneurs pour créer une relation. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on l'a vu par exemple sur certaines de nos boîtes qui ont un gros inbound en fait, de fonds de VC. Du coup, effectivement, il y a deux types de réactions. Il y a en fait de prendre justement tous les calls, ce qui génère quand même beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps. Et en plus de ça, effectivement, à un moment où en fait, la boîte n'est pas forcément en fait, prête, et par prête, je ne parle pas forcément uniquement en fait, des métriques, mais aussi sur la narrative. C'est ça qu'on parle beaucoup de métriques, mais la narrative en fait, d'une levée, la vision en fait, que la boîte vend est hyper important parce que nous, à ce stade-là d'investissement, on achète quoi? On achète une équipe et on achète un rêve. Et la narrative fait partie de ce rêve qu'on achète. Et du coup, c'est hyper clé. Et en gros, c'est vrai que parfois, donc les fonds sont de plus en plus agressifs pour essayer de parler aux boîtes et aux fondateurs le plus tôt possible. Et un conseil, c'est parfois d'essayer justement de temporiser en disant non, on focus opérationnel pendant quelques mois et en fait de commencer à parler au fond une fois que, pas forcément les KPIs et les métriques sont là, mais au moins une fois que la vision elle est claire et que la narrative justement est claire. Et ça, c'est par des. Il y a certains types de fondateurs qui détestent parler de VC, donc c'est pas un problème. D'autres types de fondateurs qui adorent, donc c'est effectivement c'est plus un problème. Mais ça, on aurait plus tendance à dire. Ouais, puis un dernier conseil, entoure-toi bien au seed. Si tu as l'occasion, mets les bons actionnaires, trouve les bons actionnaires, que ce soit des business angels ou des fonds qui investissent tôt, comme ça. Voilà, qui te donneront tes conseils en live. Exactement. Ok. Pendant des heures. Tout à l'heure, on parlait un peu valo et de ces valos qui montent un peu dans les extrêmes avec les montants qui y sont associés, puisque on lâche rarement 50% de sa boîte en série A. Donc ces valos, aujourd'hui, elles sont poussées vers le haut. On parlait ensemble d'une compétition de l'industrie qui venait des fonds étrangers qui ont l'habitude d'investir des plus gros montants sur des startups moins matures. C'est quoi les risques en fait de ces valorisations trop hautes pour l'entrepreneur est-ce qu'il doit tout de suite accepter un fonds étranger versus un fonds français? Comment il fait avec tout ça? Le sujet valo et le sujet fonds francophone versus fonds UK, US ou européen? Ouais, si tu veux, pour démarrer sur la partie valo, je reprends un peu ce que disait Gabriel, mais il y a effectivement le côté plus de la valo d'entrée d'un fonds est haute, plus donc les attentes de valo de sortie sont hautes aussi. Encore une fois, la performance que fait le fonds, c'est de la plus-value, c'est tout simple, c'est combien vaut mes parts à la sortie versus combien elles valaient quand je suis rentré. Donc si de toute façon, il faut que je fasse x10 pour rentrer dans mes frais, que je rentre à 10 millions ou à 30 millions, il faut que je fasse mon x10. Donc il y a de toute façon cet effet-là, et ça veut dire que pour aller chercher une valeur de sortie plus forte, ça pour le coup, l'entrepreneur peut en général sur les marchés trouver un peu des comparables et de se dire voilà, dans des business d'incubants, donc on va dire des business traditionnels de mon secteur, comment sont valorisées les boîtes. Et elles sont valorisées un multiple de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, et donc là il faut se projeter en disant si je veux me vendre 800 millions et que dans mon business les boîtes sont valorisées 7 fois le chiffre d'affaires ou 8 fois le chiffre d'affaires, il faut que je fasse 100 millions d'ici 5-6 ans. Voilà, ça donne un peu la projection de ce qu'il faut aller réaliser, quoi. Alexis, la valo, c'est un sujet, un non-sujet? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, oui, c'est un sujet. En fait, ça dépend pour qui. En fait, il y a deux écoles. Il y a les écoles des gens qui disent, en fait, la réalité, c'est que la valo, c'est important parce que déjà, il y a faut voir aussi, il y a le point de vue du fonds, il y a le point de vue de l'entrepreneur. Parce que le fonds va se dire, oui, je vais faire de moi mon retour, mais il ne faut pas oublier le point de vue de l'entrepreneur parce qu'en fait, on peut se dire aussi, oui, mais le problème, c'est que si la valorisation est trop élevée, justement, ce que vous avez expliqué, c'est que justement, les attentes sont plus importantes, donc je vais avoir plus de ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose. Il y a certains entrepreneurs qui ont envie d'avoir de la pression extérieure, mais ça, c'est un autre sujet. Après, il y a aussi l'autre point de vue qui est de se dire, en fait, la réalité, c'est que la valo, c'est pas non plus un très très gros problème parce que vu que nous, on investit dans des boîtes qui sont très très ambitieuses, en fait, la réalité, c'est que c'est bien parce que en fait, les valos explosent parce que les entrepreneurs, ils ont plus d'argent parce qu'il y a plus d'argent sur le marché. En fait, les pourcentages de dilution, ils sont à peu près fixes. C'est juste qu'il y a plus d'argent à chaque tour. Enfin, vous me dites, mais vous pensez que je me trompe, mais et donc du coup, c'est-à-dire que justement, les entrepreneurs ont plus d'argent pour mettre à profit, pour réaliser leur projet. Et on peut dire que c'est cool.
aussi. Et donc en fait, il y a deux points de vue. Il y a une façon de se dire qu'en fait, c'est un peu inquiétant parce que forcément, il y a des multiples de marché qu'un jour, il faut sortir, etc. D'un autre côté, on Et peut se dire que c'est la cool. question, c'est qui achète à ce prix-là, quoi. C'est sur les tours d'après. Est-ce que, résultat, on est finalement quasiment obligé d'accueillir des fonds étrangers sur les tours suivants parce que, il y a tout, et d'avoir une boîte qui s'internationalise très vite pour rentrer dans le radar de ces fonds qui savent investir sur des prix plus hauts, non? Enfin, c'est quoi la dynamique qui... Bah, à nouveau, en fait, si jamais on investit dans des boîtes qui veulent qui veulent être très très ambitieuses et qui veulent faire un énorme truc massif, il y a deux écoles. C'est soit on est pessimiste, soit on est pessimiste. Je suis désolé, Ouais, t'as raison. c'est soit on est pessimiste et en ce moment-là, il y a des fonds de la place qui ont été très vocaux. Par exemple, typiquement, on voit les posts qu'on fait Chambon-Redon sur justement les valorisations et l'explosion des valorisations. Soit on se dit qu'en fait, voilà, on a le côté, parce qu'en même temps, là, c'est normal, il a vécu le crash des années 2000, parce que moi, je ne l'ai pas vécu. À ce moment-là, soit on se dit, bah voilà, j'ai un peu peur de ça, soit on se dit, de l'autre côté, on a un point de vue qui est d'être très, très optimiste. C'est-à-dire, voilà, moi je me dis que ça va bien se passer. Pour l'instant, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que le point de vue optimiste a tendance de gagner. Après, c'est une question de parti pris personnel. C'est soit on est optimiste, soit on préfère être plus précautionneux. On parle de valorisation tout le temps. C'est un point d'attention pour l'investisseur, puisqu'on l'a dit, sa valorisation de sortie ou son multiple dépend de sa valorisation d'entrée. Bon, bref, le prix est important pour l'acheteur. Mais je trouve qu'on parle trop rarement dans l'écosystème de tout le reste. Quand on ramène un investisseur au capital, on signe un pacte d'actionnaires. C'est pas que la valorisation qu'on négocie, c'est toutes les autres clauses. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'attention et même d'éducation, quasiment de l'entrepreneur là-dessus? Est-ce qu'il y a des standards qui se respectent, qui ne se respectent pas? Est-ce qu'on peut parler un peu des autres clauses aussi du pacte? Oui, tu as raison, David, c'est hyper important et on a parlé de la valorisation, on a un peu évoqué la dilution. La dilution, c'est aussi hyper important en série A parce que quand tu arrives en série A sur une boîte qui a levé des seeds à répétition et où les fondateurs sont déjà hyper dilués, c'est quand même un mauvais signal et c'est pas très évident pour un VC qui est spécialisé dans la série A de repackager un petit peu l'actionnariat de manière à avoir quelque chose de sain. Quand je dis quelque chose de sain, c'est que pour nous, c'est super important que les fondateurs et fondatrices soient vraiment très incentivés au capital et plus de la majorité, et si possible, bien largement, quoi, au moment de la série A. Donc, il y a aussi cet aspect de dilution sur lequel je voulais revenir. Et après, sur les différentes clauses, tu as complètement raison. Et c'est un peu à l'américaine, au sens où tu as des valos hyper hautes et derrière des clauses terribles, potentiellement, où en fait, les entrepreneurs peuvent se retrouver avec très peu de choses à la sortie si tu as des clauses de liquidation préférentielle où l'investisseur prend plusieurs fois sa mise, par exemple. Enfin, tu peux avoir pas mal de subtilités. Je ne sais pas si c'est le lieu de rentrer dans les détails, mais c'est évident que la valo pour la valo, c'est un peu débile Il y a des pour la gouvernance spécifiquement. Comment vont être prises les décisions, qu'est-ce qui se passe si ça va mal, comment ça se passe. La réalité, c'est, je suis d'accord avec toi, Gabriel, mais je trouve que honnêtement, alors je sais que c'est peut-être différent en série A qu'en seed, mais en seed, il y a eu quand même une grosse harmonisation des termes, donc des termes donc hors valo sur les term sheets où maintenant tu vois plus de clauses vraiment absurdes avec des participations abominables et tout, et on s'est tous, en tout cas en seed, on s'est tous alignés honnêtement sur des term sheets qui sont assez similaires. Oui, tu bouges un peu tu vois, sur 2-3 points, mais honnêtement, ça reste assez entrepreneur-friendly. Ça s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis. Et alors, c'est peut-être très différent en série A, mais en tout cas, en seed, c'est vrai que au niveau term sheet, de toute façon, il y a un enjeu en seed, c'est que de toute façon, celui qui a le deal, c'est celui qui shoot le plus vite. Donc, si tu n'as pas standardisé un minimum ta documentation. C'est un peu. Je suis pas d'accord. Ton pack de seed, il est fait pour être détruit par le pack de série A aussi. Donc, dans tous les cas, tout ce que tu décides, ça vaut que quelques mois si tu es fort. Je suis d'accord avec toi qu'il y a moins de choses clés, sauf s'il y a des trucs qui peuvent être choquants, mais il y a clairement plus de standardisation à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Victor ?
Ouais, non, j'allais juste dire, du coup, même pour les gens qui nous écoutent, là, je vois de plus en plus de startups qui se réfèrent à ce que propose le Galion, tu vois, comme base de référence. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de fonds qui se basent là-dessus. Donc, il y a un peu ce côté, voilà, si on a besoin de s'informer, de comprendre un peu ce que le Galion essaie de présenter comme un standard intéressant, c'est pas très loin de la réalité de ce que font les VC. Et après, juste un point quand même qui est important, c'est que tu disais, les gens sont mal informés. Je trouve que au contraire, ils ont aussi de plus en plus recours à des avocats. Enfin, ça serait une énorme Pas dit qu'ils bêtise que étaient d'aller mal parler à informés. des fonds. J'ai dit que en gros, on parlait beaucoup valorisation dans l'écosystème et trop peu D'accord. Et effectivement, c'est le rôle des avocats d'accompagner leurs entrepreneurs dessus. Il y a de plus en plus d'avocats qui se spécialisent aussi en venture, donc je suis tout à fait d'accord et de l'importance de bien se faire accompagner là-dessus. Je pense que c'est un des frais sur lesquels, dans une levée, il ne faut pas lésigner, c'est celui bien choisir son avocat, quoi, parce que effectivement, lui est capable d'anticiper la suite et vous protégera, quoi. Enfin, c'est votre Ouais. défenseur. Et complètement, parce que Ouais. hyper, et c'est surtout qu'il y a, en fait, il y a 2 points qui sont importants là-dessus, parce que effectivement, c'est un sujet qu'on a souvent en seed, parce que c'est des frais qui peuvent être assez conséquents en fait, pour des levées de l'ordre de 800 000 millions. Et parfois, les entrepreneurs en fait se disent je vais prendre en fait en perso un pote et ça va faire le taf et il n'y aura pas de problème. La réalité, c'est qu'en fait, en phase 2, ils auront l'avocat du fonds qui en général font partie en général des meilleurs avocats, en tout cas en venture, qui connaissent très bien leur dossier, qui ont beaucoup d'expérience sur le sujet et donc du coup qui sont assez, on va dire, qui peuvent être assez dangereux pour la boîte. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, c'est aussi bien de créer une relation de confiance avec l'avocat dès le tour de suite, peut-être le tour de série A, pour en fait avoir vocation à garder le même en fait tout au long de la boîte, parce qu'en fait son avocat c'est quand même c'est aussi important que son fonds donc c'est toujours, moi je pense que c'est un choix assez important à faire assez tôt, paradoxalement. Je suis totalement Ok. d'accord. Et on a eu des histoires d'horreur pendant les closings avec des histoires un peu compliquées, avec des avocats qui connaissaient pas trop les codes du venture. Et ouais. Soit c'est trop long, parce qu'il y a des négociations sur du bruit. Et je pense que l'avocat, c'est dès le site, quoi. Enfin, la première augmentation de capital que vous faites, entourez-vous bien de quelqu'un qui va être rapide, efficace, qui connaît les standards et qui sait vous défendre et anticiper ce qui va arriver dans la suite, quoi. Et c'est pas nécessairement le même avocat qui s'occupe de vos levées de fonds, qui s'occupe de votre corporate. Et c'est très important parce qu'en fait, la réalité, c'est que le métier d'avocat en venture et pour faire closer des deals d'investissement startup, c'est un métier qui est très, très codifié. Et il y a très peu d'avocats qui sont exceptionnels dans ce domaine. Et c'est un métier qui est très différent. Et un avocat qui ne connaît pas ce domaine, il va avoir peur. Et il va déjà vous facturer plein d'heures parce qu'en fait, il va apprendre sur votre facture. Et en plus de ça, il va avoir peur et ça risque de casser la relation avec votre potentiel investisseur. Exactement. Je vais essayer de poser des questions très rapides, réponses rapides. Comme ça, on va passer au dernier sujet. On a encore un peu de temps, les amis? Ouais, ok, ça marche. Mais il faut répondre rapidement. Action ordinaire ou action préf pour le seed ou les tours d'après? Enfin, c'est quoi le standard? Ordinaire. Ordinaire? De toute façon, je savais. Ok, on peut passer. Accompagnez-vous en fait, d'un bon avocat. Ouais, dis-moi. Parce qu'en fait, très peu de gens font des actions de préférence techniquement statutaires parce qu'en fait, ça coûte cher et c'est relou. Donc, en fait, les gens les simulent avec des clauses de pacte. Donc, c'est simulé contractuellement dans le pacte. Disclaimer, on n'est pas des avocats. Disclaimer légal, on n'est pas des avocats et on n'a pas le droit de faire des conseils juridiques. Il faut dire ce disclaimer. Ok, cash out pour les fondateurs sur des levées Série A, Série B. Donc cash out, c'est lorsque dans l'augmentation de capital, le fondateur ou les fondateurs revendent une partie de leurs actions pour se faire un peu d'argent perso. Et puis il n'y a pas que de la new money, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas réinvesti entièrement dans la société ou le développement de la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, très rapidement. On a c'est toujours rare, c'est régulier. Ouais. Il y a toujours une espèce, même à partir du seed, généralement, ce qui est assez standard, c'est de laisser ce qu'on appelle une clause de respiration qui permet de faire sortir un petit peu des parts pour laisser des fondateurs, au bout de quelques temps, sortir un petit peu de cash pour leur sujet perso. Et après, dans les faits, au moment d'un round,
je dirais c'est à chaque fois un sujet de négociation. C'est au cas par cas, c'est en fonction du contexte. Si ça fait 10 ans que vous bossez comme des dingues et que vous avez besoin de sortir un peu de sous parce que vous avez envie un peu de souffler, ça peut s'entendre. Si par contre ça fait qu'1 an que la boîte est sortie, c'est un mauvais signal parce que ça veut dire je veux tout de suite sortir de l'argent sur quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc voilà, c'est un sujet de discussion. Ouais. En seed, ça arrive en général pas. Non, je ne le vois jamais. Ouais. En Serie A, ça peut se faire. OK. Très bien. Et on parle beaucoup de BSPCE. Et moi, je trouve ça un sujet intéressant quand même d'encourager les fondateurs des boîtes de demain, et de nos boîtes actuelles, d'avoir leurs salariés engagés dans le capital. C'est très personnel ce que je raconte. Mais comment le pool de Revolution, comment on le négocie avec un fonds, est-ce qu'il y a des proportions? On parle de 5, 10, 15%. Est-ce que vous avez quelques standards à nous donner là-dessus? Oui. En gros, c'est en termes de taille, et moi, c'est en seed, ça tourne toujours entre 5 et 10, plutôt que 15. Et le point de négociation, en fait, c'est est-ce que tu issues, donc est-ce que tu émets ce pool d'options pré-money ou post-money, donc c'est pré-levé ou post-levé. C'est ce qui correspond qui prend la dilution, en fait, de ces options. Évidemment, les fonds essayent de le mettre. Donc, par exemple, moi, quand je rentre en seed, bien évidemment, moi, c'est à mon avantage que le pool soit émis prélevé, parce que du coup, c'est les fondateurs qui prennent la dilution. Post-levé, c'est-à-dire que c'est nous plus les fondateurs. Donc, c'est plus en fait, sur ce point-là que la négo joue que sur en fait, la taille du pool qui, honnêtement, alors peut-être que les autres ne sont pas d'accord, mais qui tourne honnêtement vraiment entre 5 et 10. Quoi. OK. Bon, super. Ouais. Ouais, on va arriver sur le dernier sujet. Je pense que vous le remarquez, mais j'essaye quand même de m'inspirer pas mal de vos questions. Je ne vous mets pas qu'on répond en direct à chaque fois, mais en tout cas, on fait attention et puis on passera en revue avant de vous quitter dans cet événement. Il y avait un point aussi qu'on voulait aborder tous ensemble, c'était les différents milestones, étapes clés entre tu as levé de seed entre 500K et 1,5 million en fonction de ce que tu lèves, et puis tu as levé avec un VC ou un VC spécialisé Serie A. Déjà, c'est quoi les erreurs à ne pas faire sur son premier tour de table, sa première augmentation de capital? Il y a quelques points clés que vous avez envie de nous partager dans des tables de capitalisation. Vous pouvez voir des advisors qui ont 20% mais pas opérationnels, mais c'est du branding. Enfin, voilà. Il y a peut-être des points qu'on peut évoquer ensemble. Il n'y a pas d'erreur. Non, mais tu l'évoquais déjà un petit peu. Oui, la table de capitalisation, c'est-à-dire la structure de l'actionnariat, c'est un truc qu'on regarde. On va plutôt se dire, mince, il y a quelque chose qui ne va pas si les fondateurs actifs, c'est-à-dire au quotidien dans la boîte, sont pas assez incentivés. Nous, on ne peut pas faire une série A s'ils n'ont pas la majorité de la boîte. Voilà. Et ça, c'est assez clair parce que au fur et à mesure que l'histoire va continuer, ils vont se trouver désintéressés, démotivés parce qu'ils ne créent pas assez de valeur pour eux-mêmes du fait de leur petite part dans la boîte. Donc, il faut faire très attention à ne pas trop se diluer. Ce que tu évoques avec les sujets de parfois des advisors qui ne sont pas actifs, ça arrive aussi qu'il y ait des créateurs qui partent en cours de route, c'est la vie, mais il faut réussir à régler ça de manière saine sans mettre en danger la boîte pour ces tours de financement futurs. D'autres choses, Aurore, que tu auras en tête j'imagine qu'ils ne font pas d'erreur quand Samaï Patin investit sur le tour de seed. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, je ne sais pas, Gabriel, sur des tours de Serie A ou Alexis, des choses que tentent de faire certains co-investisseurs en seed et toi, des conseils que tu leur donnes, des erreurs à ne pas commettre? Je sais pas, il y a qui tu acceptes au capital. Il peut y avoir des actionnaires qui mettent 10 000 euros et puis finalement se retrouvent un peu toxiques dans la cap table. Il y a plein de choses. Moi, j'en ai plein si vous voulez. Mais... Non, il y a peut-être un point. C'est plus sur c'est lié à la cap table, mais c'est plus sur le pacte. C'est des termes de ce qu'on appelle good liver et bad liver. Donc en fait, c'est les termes légaux qui encadrent en fait le départ d'un fondateur potentiel qui peut être causé par plusieurs raisons. Et ça, c'est marrant parce que nous, on l'a vu dans pas mal de boîtes, surtout assez tôt, où en fait, il y a des équipes fondatrices avec 3-4 fondateurs. Et il y en a un en fait qui part assez rapidement et c'est vrai que avoir en fait bien négocié en fait ces clauses dès le seed, c'est assez clé parce que en fait les fondateurs pensent toujours que ça protège les fonds,
Mais ça protège aussi en fait les fondateurs entre eux. Et en fait, se retrouver avec un mec qui peut partir notamment dans des mauvaises ou même dans une bonne région qui a 30% d'acceptable alors qu'il n'est pas opérationnel parce qu'en fait la clause a été mal négociée, bah ça peut poser problème sur la table de capitalisation. Et du coup, cette clause est hyper importante pour les fonds, mais aussi vachement pour les fondateurs. Et ça, c'est Oui, il y a souvent un truc qu'on voit en ce moment, c'est d'avoir un mini pacte entre associés aussi qui régule bien ces sujets-là dès le début, quoi, pour éviter ce type de configuration. Après, le problème du mini-pacte entre les associés dès le début, c'est que ça coûte cher en avocat et que tant qu'à faire, l'avantage de la levée de fonds, c'est que vous packagez tous les frais d'avocat d'un coup. Tu mets dans ton pacte, ouais. Et en fait, faut voir vraiment le lever comme, et je retrouve totalement Aurore là-dessus, c'est que genre le lever, c'est négocier au même moment qu'on fait une levée de fonds. Donc c'est exactement ce que dit Aurore, c'est que les gens pensent que c'est pour les investisseurs, mais en fait c'est pour compagnie. En fait, ça sauve la société. Et honnêtement, pas lundi dernier, celui d'avant, dans la même journée, j'ai eu 2 appels avec 2 fondateurs qui se sont mis dessus, 2 boîtes différentes qui se sont mis dessus. Et à chaque fois, le lever, c'était « Ah ben non, on avait regardé rapidement, on a renégocié pour que ce soit sympa pour nous. » Et ensuite, après, ils regardent le truc, ils font « merde !» Et en gros, tu as le CEO qui se retrouve dans les 2 cas à être dans une situation de merde. Et voilà. Okay. Et on leur avait dit mais... Encore une fois, l'accompagnement juridique... faut pas lésiner là-dessus, c'est super important. C'est bien, on fait de la pub pour les avocats. Bref, non, mais on va venir sur des sujets plus opérationnels. Concrètement, il se passe quoi après ta première augmentation de capital? Tu as levé tes 500K à 1,5 million, tu veux te préparer dans 12-15 mois à faire une levée avec un VC. Je sais, il y a plein d'exceptions de gens qui lèvent 5 millions en pré-revenu ou en pré-lancement. Maintenant, prenons un peu les standards. C'est quoi un peu les grandes étapes qu'on attend ou comment vous accompagnez d'un point de vue recrutement ou d'un point de vue traction? Qu'est-ce qu'on met en place entre le seed et la série A? Ok, je vais répondre. Alors, en gros, nous, on est assez actifs sur différents piliers. Le premier pilier, c'est qu'on est resté, en fait, on passe pas mal de temps avec la boîte pour en fait mettre en place une structure de reporting, mais reporting pas compris comme un outil de compliance où en fait à part les investisseurs personne ne regarde, mais vraiment en fait mettre en place une vraie structure analytique autour de la data de la boîte qui soit un outil de pilotage en fait pour les fondateurs, qui de toute façon sera demandé par les fonds Serie A, mais en plus de ça a une vraie valeur de toute façon parce que c'est effectivement le plus tu es proche de ta data, plus tu es en contrôle de ton business. Donc, nous, on passe pas mal de temps là-dessus. On passe pas mal de temps aussi à bosser sur l'orga de la boîte et la culture, ou notamment en mettant en place une structure de OKR en général, qui aide bien en fait à définir un peu les priorités pour les 12 à 18 prochains mois. Et surtout qu'à ce niveau-là, en général, la boîte doit être assez focus. Du coup, on passe pas mal de temps avec les boîtes là-dessus. Après, effectivement, il y a les enjeux de recrutement. Donc, vraiment comprendre comment structurer son org chat, quel type de profil, et après aider à structurer les profils. Donc, ça, c'est les 3, on va dire, gros piliers, en plus de, bien évidemment, un accompagnement qui est plus stratégique lié au modèle et à la stratégie de la boîte. Mais surtout, opérationnellement, on va dire, c'est potentiellement ces 3 piliers qui sont les plus importants. C'est un peu mettre fin à la période garage, recruter surtout les bonnes personnes que vont apprécier vos futurs financeurs, des talents, de l'expérience, bien organiser votre équipe avec la définition de métriques clés de votre activité que vous devez maîtriser parfaitement, suivre avec les bons outils. Il y a on parlait de red flag, green flag, orange flag quand on a préparé ce rendez-vous. Il y a des red flags ou des orange flags qui sont un peu abusés ou sur lesquels on demande à un fondateur, fondatrice de travailler avant de faire sa levée de 3 à 10 millions. Il y a des points clés comme ça sur lesquels il faut vraiment être attentif en tant que fondateur en amont de sa série A. Je pense que c'est des choses que tu sais en tant que fondateur au moment du seed, ou en tout cas, si tu n'es pas conscient en tout cas des vrais orange flags à creuser, c'est souvent difficile de lever des fonds parce qu'on cherche un peu cette lucidité aussi chez les entrepreneurs. Mais donc, le fonds qui prend le pari, il se dit, OK, l'enjeu du seed et de l'argent qu'on met, c'est de lever 2-3 de ces grandes questions pour montrer qu'on a dérisqué en tout cas ces parties-là et
et qu'il n'en reste plus qu'une ou zéro pour le tour d'après. Donc, ce que évoquait Aurore, c'est tout à fait juste. Et je pense qu'après, il faut l'appliquer à la particularité de la boîte. Il y a des boîtes sur lesquelles le truc à les risquer, c'est on est dans un truc encore très manuel, très ops. Il faut réussir à mettre un peu de produit pour montrer qu'on peut être scalable. Ça peut être un truc orange. En disant, si on ne montre pas qu'on peut être scalable, on ne lèvera jamais notre série A. Pour d'autres, c'est on a un business model aujourd'hui qui ne tient pas la route. Il faut qu'on arrive à quelque chose qui, au moins, donne une orientation d'un business qui sera viable économiquement et sur lequel on peut être assez certain, effectivement, de la viabilité économique à terme. Bon, là, on a peut-être besoin aussi de tester des choses, montrer que les choses peuvent être un peu plus saines. Enfin, voilà, c'est vraiment propre, après, je dirais, à chaque business. Ok, d'autres points, les autres que vous voulez ajouter ou ça vous pas? Non. On a parlé de l'orga et c'est assez vrai. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en plus renforcé lors des premiers mois après l'investisseur de série A. Donc, c'est quelque chose qui est regardé par l'investisseur de série A, forcément, qui a une bonne tension. C'est exactement ce que tu disais sur le fait de partir de la partie garage, de devenir une boîte un peu plus solide. Et ça passe pas mal par l'orga, le recrutement de top profils, la mise en place d'OKR, etc. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, si jamais c'est pas là, c'est traité dans les premiers mois après que l'investisseur de série A soit traité. Donc, typiquement, le job de l'investisseur de série A, c'est je prends tout l'org chart de la société, toutes les positions, on essaie de voir comment est-ce que qui reporte à qui, etc. Quels sont les points de friction entre les personnes, comment est-ce que faire en sorte que telle personne soit placée dans tel autre endroit de l'org chart pour qu'elle se révèle à son propre potentiel, et ça sur toute la boîte. Ça, c'est généralement des choses qui sont faites au début de la série Z, après avoir levé la série Z. Donc, commencer un peu à faire en sorte d'amorcer ce travail-là, c'est toujours un point très, très positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, c'est super intéressant. Complètement. On bosse aussi beaucoup là-dessus, nous, avec nos équipes internes. Et on a une question sur comment on réussit son pitch. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou qu'est-ce qui vous marque le plus dans les meetings que vous pouvez avec certains fondateurs, fondatrices que vous avez financés par le passé et un bon conseil pour le pitch à donner ou pour le premier rendez-vous avec vous à donner. Ouais, pardon. Vas-y. Non, honnêtement, moi, mon conseil, il est pas hyper original. C'est que les pitchs, les meilleurs pitchs, c'est les pitchs les plus, on va dire, les pitchs les plus convaincants, c'est les pitchs les plus authentiques. Dans le sens où, honnêtement, nous, on voit quand même des entrepreneurs pitcher toute la journée, et il y a un pitch qui est pas en fait un peu de bullshit, ça se voit honnêtement assez rapidement. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail pour, encore une fois, structurer le message. Mais plaquer un message qu'on voudrait entendre sur une boîte qui ne l'est pas forcément, ou justement sur un niveau d'ambition qui ne l'est pas forcément, ou même auquel le fondateur n'y croit pas lui-même, ça se voit assez rapidement, et c'est dommage, quoi. Ok. D'autres sujets. Est-ce que pour le premier meeting, on vient tout seul, on vient avec ses cofondateurs? Est-ce que là-dessus, il y a des bonnes pratiques? Une question qui m'est posée. Moi, je dirais plutôt que sur un premier meeting, l'erreur, ça serait de venir tous ensemble, quoi. Faut quand même que l'entrepreneur montre que, surtout en seed, même en série A, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous avez une tonne de choses à faire. Donc, si vous avez assez de temps pour venir voir des VC tous ensemble, il y a un problème. Donc, premier rendez-vous, pour moi, c'est même mieux d'être juste le ou la CEO. Et à l'inverse, c'est plus gênant si vous n'envoyez pas le ou la CEO. Et si vous envoyez quelqu'un qui n'a pas assez capé. Nous, on mise sur une équipe, et souvent, surtout sur le CEO, qui a généralement un peu plus de part que les autres. Donc, ça nous fait perdre un peu de temps, en fait. Et donc, c'est jamais bien de faire perdre du temps à quelqu'un que tu veux séduire si tu envoies un head of sales ou un bizdev pour vendre la boîte, quoi. Voilà. À quoi je dois m'attendre sur les rendez-vous après la… Tu voulais rebondir, Aurore ? Ouais, non, juste, je suis totalement d'accord avec Victor, mais la seule nuance que j'apporterais, c'est que pour un business qui est assez tech, c'est quand même pas mal d'avoir CEO, CTO. Parce qu'effectivement, parfois le CEO est quand même moins pertinent sur des enjeux tech. Et quand c'est le cœur de la boîte, c'est quand même pas mal, en fait, dès le premier meeting, d'avoir le CTO. Sur les prochains, sur les meetings d'après, je dois m'attendre à quoi? C'est quoi, en gros, les étapes un peu du roadshow avec un VC très, très rapidement. Donc, je fais mon premier meeting, on s'introduit, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Quand ça se passe bien, je vous présente la boîte, la vision, go-to-market, on déroule un peu tous les sujets. Il se passe quoi après? On voit en général ton deck ou plus d'infos, ton BP, de manière à ce que le VC puisse bosser de son côté et aussi en parler en interne plus facilement.
Après, tu peux faire un autre meeting type démo produit avec peut-être plus de personnes dans l'équipe côté VC et ensuite dérouler des Q&A avec des échanges plus intenses, on va dire, jusqu'à ce qu'ils fassent une term sheet. Les durées peuvent être très variables. Ouais, donc rencontre. Ouais, Victor? Non, je veux dire, après, je pense qu'on a chacun nos process. Nous, tu vois, on fait le premier meeting, le deuxième avec 2 nouvelles personnes, mais donc c'est un peu une espèce de redite du premier, mais pour avoir un autre avis, et le troisième, on fait un partners meeting, tu vois. Okay. Et la partie un peu Q&A détaillée, elle arrive un peu a posteriori. Mais donc, chacun va essayer de... Voilà, chacun a ses process, parce que chacun a sa culture, chacun a ses points d'expertise et de focus, et voilà. Donc ça, c'est ce que vit l'entrepreneur, hein, c'est que vous rencontrez ses équipes, vous regardez la démo produit, vous parlez du marché, vous appelez les clients. Vous, en interne, il se passe quoi concrètement entre ces meetings? Enfin, pareil, ça dépend, hein, mais… Oui, ça dépend beaucoup. On a chacun, je pense, des touchpoints réguliers en interne avec soit à l'échelle de l'équipe, soit à l'échelle du comité d'investissement. Ça dépend des organisations dans lesquelles on prend des décisions, on partage des questions, des doutes et on croise des expériences pour essayer d'avoir l'analyse la plus pertinente possible et essayer d'apporter le plus de valeur aux entrepreneurs qu'on voit. Ok, super. Bon, je vais essayer de dérouler très rapidement les questions. Je pense qu'on en a répondu à beaucoup, notamment sur les multiples, les attentes des investisseurs. Je pense que pour ceux qui sont arrivés un tout petit peu après, je vous inviterai à regarder le replay. Vous aurez les réponses à vos questions. On parlait de l'importance du pitch, enfin du premier rendez-vous en fait, puisque c'est là-dessus que vous faites votre avis. Il faut savoir quand même que vous recevez énormément de dossiers, entre 1500, 3000 et plus pour certains multisectoriels internationaux. Donc, il y a beaucoup de startups qui cherchent à lever et donc, forcément, l'impression de la documentation que vous recevez et du pitch du premier rendez-vous est super importante. Tu parlais, Aurore, de l'importance de travailler sa narrative, c'est-à-dire pourquoi on lève, pour quelles raisons, l'utilisation des besoins et puis aussi l'histoire de l'équipe. On parlait de ces cas où on a des discussions avec des entrepreneurs où quand on présente le pipeline commercial des opportunités, parfois l'entrepreneur a tendance à raconter un peu sa vie avec le client et donc il faut rester sur le premier rendez-vous, il faut l'avoir bien construit, bien travaillé pour être synthétique et puis après rester soi-même, quoi. Enfin, pas jouer un jeu, si possible créer un fit. Je trouve ça intéressant aussi pour le fondateur, on parlait de l'importance du choix. Pas forcément du choix du VC et du nom que tu mets sur la cap table, notamment lorsqu'il est étranger, très connu, avec beaucoup de capitaux à investir, ce qui est très bien si on peut l'avoir à cap table, mais plutôt de choisir la personne. Et ça se sent des deux côtés. J'imagine que vous choisissez aussi des personnes, des entrepreneurs avec qui vous avez un fit particulier. C'est un métier humain aussi. Vous avez des commentaires par rapport à ça? Ouais, en gros, ce qui se passe, nous, ce qu'on recommande vachement aux entrepreneurs de notre portfolio par rapport au dernier point que tu dis, en fait, donc oui, il y a une histoire de beaux noms, de VC qui ont vachement la cote sur la place et d'autres moins. La réalité, c'est qu'en fait, ce qu'il faut choisir, c'est d'avoir la personne à côté. C'est le VC avec lequel on s'entend le mieux, c'est-à-dire le premier avec lequel on a le meilleur fit, et deuxième point, sur lequel on apprend à fond. Qu'on a envie d'avoir à côté de soi. Et le troisième point, c'est avec qui on est en meilleure confiance. Troisième point. Et le quatrième point, c'est qu'on pense que c'est la meilleure personne à avoir à côté de soi pour aller à la prochaine étape dans les meilleures conditions. Et en fait, c'est très vrai, c'est que, genre, typiquement, nous, on a des entrepreneurs qui ils commencent leur levée de fonds, donc c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais il y a certaines personnes qui sont très heureuses d'avoir plusieurs propositions de fonds d'investissement. Et quand c'est le cas, en fait, il faut choisir entre plusieurs. Et il y a des gens qui disent oui, mais je m'entends super bien avec le fonds A, mais le fonds B, c'est un super fonds anglais, il est super bien connu aux États-Unis, etc. Qu'est-ce que je fais? En fait, la réalité, c'est que voilà, faut choisir par rapport à ce que nous, par rapport avec qui vous voulez travailler et dans quelles conditions. Et si jamais vous avez un développeur qui fasse tous les serveurs, en fait, est-ce que vous allez appeler ce fonds A? Est-ce que vous allez appeler son B? Si jamais vous passez 1 heure avec un de ces fonds, lequel vous apporte énormément de choses et qui vous avez juste envie d'avoir à côté de vous, en fait, c'est juste ça. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Il y a un adage qui dit que c'est comme un mariage dont la date de divorce est fixée à l'avance, quoi. C'est-à-dire au bout de 10 ans, c'est sûr que tu divorces. Du coup, à toi de choisir avec qui tu as envie de passer quelques heures par mois pendant et ouais.
Et pour compléter, c'est ce dont on parle hier, et je pense qu'il y a aussi, alors bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais il y a une idée de séquence, et comme le disait Alexis, c'est quel est le meilleur investisseur à quel moment du business. Il y a de plus en plus de gros fonds, bon, étrangers ou pas, qui essayent en fait qui essayent de plus en plus de faire du style de la série A. Et ces fonds-là, en fait, prendre un petit ticket d'un très très gros fonds, ça peut être assez dangereux parce que les intérêts en fait sont pas complètement alignés. Et nous, quand on investit dans une boîte et si on réinvestit en plus derrière, en fait, cette boîte elle va représenter 5-10% de notre fonds. Un gros fonds US qui investit dans un tour de seed sur un petit tour de seed français, en fait, la boîte, elle représente 0,001% du fonds US. Donc, bien évidemment, le temps alloué par le partenaire ou par la personne qui est en charge de la boîte et pas forcément complètement mathématiquement lié en fait, à l'exposition du fonds, mais d'une certaine mesure doit l'être. Donc, en fait, choisir en fait, un fonds seed ou un fonds série A à ce stade d'investissement qui est de la seed et de la série A, ça permet aussi d'aligner les intérêts. Heureusement, il y a beaucoup de co-investissements qui se font. Donc, parfois, si tout se goupille bien, vous pouvez lever avec un fonds qui va être le premier à mettre le prochain ticket et puis un fonds plus engagé sur votre étape de maturité. Et voilà. Je surveille le temps. On va prendre une dernière minute. Je vous invite à nous partager un conseil qu'il faudrait qu'on ait en tête. C'est une proposition d'un participant de l'audience. Je trouve que c'est une bonne idée. On commence par qui? Par Victor. Un bon conseil. Un bon conseil, je pense qu'on en a évoqué pas mal. Ouais. Venez comme vous êtes, on disait tout à l'heure. Ouais, on disait ça. Je vais insister sur le volet recrutement. Recruter les meilleurs et quelque part, ils vous rendront visible, quoi. Très bien. Alexis, inspiré? En fait, l'écosystème startup, c'est un écosystème où les gens, c'est marrant parce que nous, on en fait partie. C'est des gens c'est des gens il y a beaucoup de monde qui croit savoir tout dans l'écosystème. La réalité, c'est qu'en fait, c'est que vous pouvez, quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez parler à une personne A et en fait, la personne A vous dit, il faut absolument faire ça. Il faut absolument faire ce choix-là. Et en fait, vous allez aller à une personne B qui va dire, oui, il faut faire absolument l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup de choses et qui l'affirment avec beaucoup de force et beaucoup d'ego. La réalité, c'est qu'en fait, si jamais nous, on savait absolument tout faire, en fait, on montrait une boîte et on ferait Elon Musk. Et en fait, on n'est pas Elon Musk. Et donc, du coup, en fait, il faut être très au courant de ne pas écouter une seule personne, et de parler avec plusieurs personnes et de mélanger ses avis. Et c'est une erreur que j'avais fait quand j'étais entrepreneur. C'est que j'écoutais trop une personne en particulier quand on leur parlait, puis ensuite après, on parlait d'une autre personne et on shiftait à 180 degrés. Il ne faut pas hésiter de parler à plusieurs personnes et de mélanger les points de vue, parce qu'en fait, personne n'a totalement raison. Enfin, c'est bien, il faut prendre les avis extérieurs, mais avec juste un petit grain de sel et essayer de mélanger un peu les avis. Aurore? On en a balayé pas mal. Mais ouais, peut-être celui qui reviendrait, ce serait, en tout cas, en seed ou même en série A, ne pas optimiser sur une levée pour la valorisation, mais plus justement pour le fit avec le potentiel board member et pour la valeur ajoutée promise, en tout cas, par le fonds, plutôt que la valorisation. Ok, super. Moi, on s'était listé parce qu'on a un peu préparé tout ça. Restez vous-même, on a dit, pas de fake. De toute façon, généralement, on n'investit pas avant de se rencontrer plusieurs fois et donc on trouve toujours les bonnes choses à savoir. Chaque chose en son temps, séquencer les choses, accepter des fonds qui sont engagés dans votre développement par rapport à votre maturité. Idéalement, faites des co-investissements. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'un seul actionnaire sur votre levée. Il y a peut-être des choses qui peuvent être apportées par d'autres actionnaires. Moi, je fais beaucoup la promotion, mais pareil, je prêche pour ma paroisse, mais on a quand même la preuve, le co-investissement Angel et VC est très bon. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de fonds s'entourent de venture partners et impliquent de plus en plus les actionnaires pour qu'ils gèrent l'argent dans le suivi du portefeuille. Je pense que c'est super important. Et nous, on a essayé de professionnaliser tout ça avec les équivalents syndicates et nos clubs d'investissement. Donc, on engage des investisseurs dans l'accompagnement sur différents sujets. Le fit humain vaut mieux que le branding. Structurez votre orga avec les meilleurs talents avant votre série A, c'est important. Et puis, faites-vous connaître. Surfez la vague, soyez dans la hype. Et puis, et si vous ne savez pas comment faire, voilà, la dernière question, c'est comment on vous contacte? Sur LinkedIn ou nos mails.
Impeccable, vous voyez, c'est très très simple. Écoutez, merci beaucoup. En plus, on a pris une petite demi-heure de plus. Merci, Mais je pense que c'était utile pour tout le monde. Vous retrouverez le replay sur YouTube, on le partagera sur LinkedIn. Moi, j'étais ravi de faire cet event avec vous et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Merci beaucoup tout David. le monde. Ciao, ciao. Et merci à tous. Merci à Au tous. revoir. Bonne soirée. Passez une bonne soirée.